La méthode brioche, c'est la méthode de prospection pour vivre confortablement avec 3 contrats par mois. Alors ça semble de rien Marianne, c'était un plaisir. Comment on fait pour vivre avec 3 contrats par mois? La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas une solution universellement magique, c'est ma solution à moi, qui fonctionne pour moi et qui fonctionne depuis 6 mois également pour d'autres traducteurs. Je ne vais pas vous faire un pitch marketing, je vous laisserai aller voir sur mon site internet les témoignages, les études de cas, etc. Mais sachez que l'idée, c'est que j'ai pris 20 ans de marketing, 7 ans de traduction, j'ai fusionné tout ça et j'ai construit cette méthode que je vous donne aujourd'hui. Donc la clé de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que cette méthode fonctionne. Elle a fait ses preuves. Alors cette méthode, la voici. Bon, on ne voit pas le haut, mais c'est pas grave, ce n'est que le titre, je vous rassure. Le fondamental de cette méthode, j'essaie de l'agrandir un peu. Ah ben voilà, c'est mieux, on ne voit plus du tout. Voilà, le fondamental de cette méthode, il est là. Vous avez d'abord besoin de construire les bases de votre business, c'est-à-dire vous devez savoir à qui vous vendez quoi et pourquoi. Ça, c'est vraiment la base de la base. Il vous faut en moyenne environ 30 heures pour définir ce point. Si vous n'avez pas ça, tout le reste sera difficile et douloureux et c'est normal. Donc vraiment, la base est importante. Pour qui, pourquoi et qu'est-ce que vous vendez? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir construire un réseau qui sera vraiment humain, qui sera efficace, qui va vous permettre non seulement de vendre votre offre, mais aussi et surtout, je dirais, de l'optimiser. Vous allez mettre en place des boucles d'optimisation tout au long de la vie de votre offre. Pour pouvoir vendre cette offre, bien entendu, il va falloir nourrir votre réseau, il va falloir lui montrer votre intérêt. Ce sont des gens que vous avez choisis, après tout, vous avez envie de bosser avec eux, mais il faut absolument le leur montrer. C'est très important. Et une fois que vous leur aurez montré votre intérêt, vous allez pouvoir vendre votre service. Et donc, il faut que votre offre soit claire. Il faut que votre client sache, comprenne tout de suite, en 2 clics, ce que vous avez à lui offrir, le bénéfice qu'il a à acheter cette offre et combien ça coûte. Et ça, offrir votre intérêt, créer un réseau efficace qui se sent valorisé, ça ne peut fonctionner que si vous le faites avec régularité. Il faut une certaine constance. Et cette constance, vous ne pouvez l'avoir que si vous mettez en place des habitudes que vous pouvez tenir. Si par exemple, vous n'avez jamais posté sur LinkedIn de toute votre vie, vous n'allez pas pouvoir d'un seul coup, subitement, poster tous les jours. C'est pas possible. Donc, libérez-vous de ces obligations de je dois impérativement poster sur LinkedIn. Ce n'est pas vrai. La seule méthode de prospection qui fonctionne, c'est celle qui correspond à votre client, à votre fonctionnement personnel et à l'offre que vous avez à vendre. Et tout ça mis bout à bout, ça va montrer à votre client que vous êtes sincèrement prêt et prête à l'aider lui, que vous avez compris son besoin et que vous êtes là pour lui tous les jours. Et c'est exactement sur ça qu'on va travailler maintenant. Je vais vous faire 7 exercices vraiment d'affilée. Vraiment, il y a 7 étapes, donc 7 exercices. Mettez-moi, s'il vous plaît, le feu au chat pour que vraiment on soit blindé d'énergie pendant ces exercices. Je vais regarder si vous aviez des questions. Alors, bizarrement, le chat a l'air d'avoir, je ne sais pas, il s'est endormi. J'en suis restée à Mariam, Mariam qui me dit merci pour la rencontre. C'est super, j'en suis super contente. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres commentaires, donc on va bien voir. Peut-être que ça arrivera, ça lag. Je vais donc avancer avec le premier exercice. La première chose à définir, on en parlait tout à l'heure dans le Tradi Live, pour ceux qui y étaient. La question est, qui est ton client cible ? À qui vas-tu vendre? C'est super important parce que si tu ne sais pas ça, tu ne sais pas ce que tu vas mettre en face comme offre de service et tu ne sais pas où trouver ton client. C'est la base de la base. Nope, on écoute, c'est super. Merci pour le feu, Vanessa. Ça y est, j'ai le feu dans le chat, c'est génial. Mettez-moi le feu, ça me fait un bien, mais incroyable. Religieusement, Florence. Alors voilà comment définir efficacement un client idéal. Je vous explique, mais si vous n'êtes pas certain et certaine de savoir le faire exactement, je vous recommande ici de scanner le QR code ou d'aller récupérer le lien que j'ai mis dans les commentaires du live pour faire le test de votre modèle d'affaires de votre côté. Il n'y a pas d'urgence, vous pourrez le faire de votre côté. Voilà les différents éléments que vous devez absolument définir pour savoir à qui vous vendez.
La première chose, c'est la fonction métier. Évidemment, tout ça, ça dure environ 15 heures pour définir tout ça. Donc, n'espérez pas pouvoir le définir d'un claquement de doigts là maintenant en 2 minutes, mais je vais vous donner quelques règles fondamentales. Alors, ça c'est très intéressant ce que tu dis, Marianne. C'est difficile à définir, oui, mais je sais que je n'ai pas de marché niche. Eh bien, c'est le moment justement de réfléchir à ton marché niche. Je vais te donner quelques astuces intéressantes. La première chose, c'est qu'on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Pour définir la fonction métier, il ne faut pas aller chercher la fonction métier dont le budget va servir à payer vos services. Parce que si ton budget sert à vous payer, obligatoirement, son objectif business, c'est tu dois faire les campagnes de communication dans l'enveloppe budgétaire qu'on t'a affectée. Donc lui, son critère de sélection, c'est le prix. Si vous allez chercher quelqu'un pour qui le budget est essentiel, eh bien le budget est essentiel, donc votre prix est essentiel. Donc ce n'est pas lui qui va être l'influenceur qui va vraiment faire la différence pour votre business. Par contre, allez chercher celui qui risque sa peau, qui risque son salaire, sa place, ou peut-être sa prime de fin d'année, s'il ne vend pas, s'il n'atteint pas les objectifs business de l'entreprise. Imaginez-vous le dirlo qui lui a dit « Écoute mon gars, cette année-là et en 2026, il faut faire plus 20% de ventes en France. Débrouille-toi, fais-moi plus 20% de ventes en France. » C'est lui qu'il faut aller chercher. C'est à lui qu'il faut envoyer un mail en disant hey, je vais traduire ton site internet et grâce à moi, tu vas faire 12% de visites en plus en France. 12% de visites en plus, c'est 12% de prospects supplémentaires pour lui. Donc imaginez-vous l'argumentaire de vente. Donc la première chose, quand vous ciblez une personne au sein d'une entreprise, demandez-vous toujours à qui profite financièrement mon service ? Qui perd l'argent, qui gagne de l'argent avec mon service. Et aller vers celui qui gagne de l'argent, pas vers celui qui en perd. Le type d'entreprise maintenant, on en parlait aussi il n'y a pas très longtemps dans un live. En règle générale, les entreprises qui font appel à des freelances sont assez limitées dans le panel des entreprises possibles. Vous avez, dans le panel des entreprises possibles, vous avez les solopreneurs comme nous. C'est vraiment rare qu'ils fassent appel à des traducteurs. Et dans ces cas-là, c'est souvent des traducteurs assermentés pour des CV, des documents légaux. Et c'est pas là-dessus qu'il faut baser ton modèle d'affaires parce que c'est trop incertain, c'est imprévisible. Et puis de l'autre côté du scope, on a des multinationales. Les multinationales, elles ont certainement déjà mis en place des processus, elles ont certainement déjà des partenariats avec des agences, et en plus de ça, elles se concentrent sur le côté sécurité financière, évidemment. Si jamais il y a un loupé dans la communication qui leur coûte 3 millions d'euros, il faut bien que quelqu'un paye. S'ils sont avec des agences, c'est l'assurance professionnelle de l'agence qui va rembourser, ok. S'ils sont avec un freelance, je sais pas toi, mais alors moi, s'il y a un loupé à 3 millions d'euros, je ne peux pas rembourser, même avec mon assurance RCP, ça ne marche pas. Bon, donc il faut voir à l'intérieur de ce scope, tu vois, quelle est la typologie d'entreprise la plus crédible pour travailler avec des freelances. Et là, tu as le choix. Il y a les startups en phase de croissance. Elles ont trouvé des investisseurs, elles ont levé des fonds et elles se développent. Ça, c'est plutôt dans la tech, dans l'informatique, ce genre de choses. Là, c'est plutôt ça. Il y a des TPE, des petites entreprises, par exemple dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, qui ont construit un produit, qui fabriquent quelque chose, qui le vendent déjà à l'échelle nationale. Ça marche plutôt pas mal. Elles ont entre 3 et 5 millions de chiffres d'affaires localement et elles sont prêtes à s'étendre. Ça, pour vous, c'est top. Ensuite, on a les PME. Alors là, on a jusqu'à 200-250 personnes. C'est quand même, c'est quand même des grosses boîtes. Hein. C'est de 50 à 200 personnes. C'est pas anodin. À l'intérieur de ce panel d'entreprises, il y a plein d'options possibles. Et dans les PME, selon le secteur, vous allez pouvoir vraiment vous insérer dans leur processus et elles ont du budget. Donc ces 3 typologies d'entreprises sont crédibles pour des freelances et elles ont les moyens financiers de vous payer. Les autres, c'est plus compliqué. Au-delà de ça, vous avez les ETI, ce sont les entreprises de moyenne grande envergure, donc au-delà de 200-250 personnes, et puis après, vous avez les multinationales. Bon, plus on est gros, plus on a tendance à aller vers des cabinets, des agences. Forcément pas très crédibles. Pour les freelances, je veux dire, hein, qu'on s'entende.
Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les balancer dans le chat. Pour l'instant, je ne les vois pas encore, mais j'espère bien que ça va arriver. Alors, Stéphanie, comment sais-tu si la personne a un budget serré ou si elle a des objectifs de vente? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Ça dépend pour l'essentiel du secteur. Tu as par exemple, imaginons une TPE en cosmétique basée en France. Non, ça vous qui veut aller en France, non. Basée en Italie, qui veut venir en France. La PME a peut-être, la TPE fait peut-être 3 millions de chiffre d'affaires. En moyenne, tu vois, TPE, basée en Italie, elle vend ses produits. 3 millions de chiffre d'affaires, c'est crédible. Le directeur va aller voir le directeur des ventes et va lui dire, mon gars, l'année prochaine, tu vas me faire du 20% de chiffre d'affaires en plus. Et tant qu'à faire, tu vas aller vendre en France parce qu'on a déjà des acheteurs transfrontaliers. Je sens que ça prend, je sens qu'il y a du potentiel. Il va falloir que tu ailles négocier là-bas pour que ça vende plus fort. Donc le gars, il se dit, bon, ok, plus 20%. Sur ces 20%, il faut peut-être qu'il y en ait 5% qui sont en France. Comment je vais faire? Le directeur va lui attribuer une enveloppe budgétaire. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3 millions d'euros, il ne va pas lui attribuer 3 millions d'euros. Tu vois, tu peux extrapoler que l'enveloppe de croissance va peut-être atteindre grand max 500 000, mais vraiment grand max, il se saigne que veine, parce qu'il a des charges, la chaîne de production, les impôts, il y a tout un tas de choses, les équipes à payer, il y a plein de charges, donc il ne peut pas réinvestir l'intégralité de son chiffre d'affaires dans son développement commercial comme nous, on pourrait le faire, parce qu'on vend des prestats intellectuels. Il faut qu'il paye. Donc, tu peux extrapoler que l'enveloppe budgétaire est à peu près de 500 000. Avec ces 500 000, il doit absolument tout faire. Il ne doit pas seulement traduire des sites et se développer vers la France, il doit faire les 20% de plus que son chef lui a demandé. Donc ça te donne un ordre d'idée du budget disponible pour le service de communication. Parce qu'une partie de ça, ça ira au service communication. Tu vois? Et donc là, tu te dis que tu as peut-être quelque chose comme entre 5 et 15 000 euros de communication qui seront attribués à la partie pénétration de nouveaux segments de marché. J'espère que c'est clair. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Marianne qui demande, il faut chercher en dehors de la France. Oui, absolument, Marianne, bien sûr. Enfin, ça dépend de ta langue cible. Hein. Là, je parle du marché français parce que je pars du principe que tout le monde ici traduit vers le français. Mais si tu traduis, je ne sais pas, vers l'espagnol, eh ben, tu vas choisir peut-être des entreprises françaises qui veulent aller en Espagne ou des entreprises britanniques qui veulent aller au Venezuela. Donc, vraiment, il faut choisir de façon très ciblée une source et une cible en fonction de tes langues de travail. Alors, on va juste arriver rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps sur ce critère qui est essentiel. Le domaine et le secteur. Parfait, Stéphanie. Ce sont deux choses très similaires, c'est l'un imbriqué dans l'autre. Le secteur, c'est par exemple le tourisme ou l'informatique. C'est le grand domaine chapeau. Et à l'intérieur du tourisme, il y a plein de sortes de tourisme. Il y a le tourisme d'affaires, le tourisme familial, le tourisme de charme, nature, bio, il y a tout un tas de tourismes différents. Ça, c'est le domaine. Donc, quand vous choisissez un secteur, il faut aussi aller chercher à l'intérieur du secteur le domaine qui est le plus porteur. Donc, vous prenez le secteur où vous vous sentez le plus à l'aise, imaginons que ce soit le tourisme, et à l'intérieur, vous cherchez le secteur le plus porteur. Donc ça veut dire le secteur où il y a financièrement le plus d'investissement et de demande au niveau national. Exemple, je traduis, on l'avait dit tout à l'heure, de l'espagnol, du français vers l'espagnol. Imaginons que je veuille aider dans le secteur du tourisme familial, nature et bio. Je veux aider la typologie d'entreprise des gîtes de vacances à trouver plus de clientèle en France. J'ai déjà une typologie très claire qui se dessine, avec des besoins très concrets. Vous voyez? C'est à ça que ça sert de définir le secteur et le domaine. Mais c'est bien de le dessiner, ça reste une hypothèse de travail. Il faut aller vérifier si réellement les gîtes, par exemple, génèrent du chiffre d'affaires en Espagne. Et ça, vous pouvez le trouver sur les sites internet, souvent du ministère. Alors, en l'occurrence, le ministère du Tourisme et de l'Industrie, ou Industrie et Tourisme, je crois que ça s'appelle en Espagne. Mais donc, les ministères concernés par le secteur qui vous intéresse publient en général ce genre de chiffres.
Sinon, vous avez, en France, il y a l'INSEE, vous avez Statista, vous avez Eurostat, qui vous donnent plein d'informations chiffrées sur les domaines d'activité qui cartonnent dans un pays. Ça veut dire qu'il y a de la demande, du besoin, de l'activité. Profitez-en. Alors, je vais regarder les questions. Que faire si les domaines dans lesquels on traduit sont par essence incapables d'avoir un quelconque effet sur le volume de vente des clients potentiels? Alors, je pense, Karine, d'abord, c'est une très bonne question. Et je pense que le problème, c'est que tu n'as pas remonté la chaîne de valeur. Si un client est prêt à investir de l'argent dans une solution de communication, c'est que lui, il voit un impact direct sur son chiffre d'affaires. Les entreprises ne payent pas s'il n'y a pas de raison de payer. Ou alors, tu travailles avec une ONG, par exemple. Effectivement, les ONG communiquent pour d'autres raisons que l'argent. Ça, c'est possible. Dans ces cas-là, il faut aller chercher la raison qui est à l'origine de l'investissement financier. Par exemple, une ONG peut choisir de communiquer pour trouver des bénévoles ou peut choisir de communiquer pour asseoir une cause qui est importante. Et donc, il faut définir l'indicateur de performance que le client va estimer important. Donc, il faut remonter à chaque fois la chaîne de décision dans l'entreprise pour repérer la personne, la toute première personne qui donne l'ordre, va dépenser de l'argent pour faire ça. J'espère que ça répond à ta question. Alors, qui doit-on démarcher? Ah, mais ça, j'espère que j'ai répondu tout à l'heure. Tu vas démarcher la fonction dont l'existence est menacée si l'objectif business n'est pas atteint. L'objectif business, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur. Mais globalement, on peut dire de façon assez safe que l'entreprise veut vendre. Donc l'entreprise veut faire de l'argent. Quelle est la fonction métier qui risque sa place si les objectifs de vente ne sont pas atteints? C'est très souvent la fonction commerciale, développement commercial, import-export. Oui, c'est ça, BDM, chef des ventes. Le nom précis varie selon les entreprises, les secteurs, les pays, mais globalement, c'est une fonction métier en lien avec la vente. De rien, Karine, j'en suis ravie. Je crois avoir répondu à tout le monde pour l'instant, en tout cas ceux que j'ai vus. Donc n'hésitez pas à continuer à m'écrire. On va passer au critère suivant, qui est très important aussi. Une fois que vous avez défini votre secteur cible, votre spécialité, votre type d'entreprise et votre fonction métier, eh bien évidemment la question c'est comment faire pour construire un réseau efficace. Et pour ça, la première question à vous poser, c'est est-ce que déjà votre cible est dans votre réseau? C'est bien joli de vouloir le construire, mais on part de quoi? Donc le défi que je vous lance maintenant, c'est d'aller voir dans votre réseau. Alors, vous pouvez le faire de cette façon. De rien, Isabelle. Vous allez dans votre réseau et vous allez chercher avec des filtres la fonction métier qui contient le mot-clé, par exemple, sales, ou alors export, ou alors, si vous traduisez vers une autre langue, c'est-à-dire depuis le français vers une autre langue, le mot-clé, ce sera certainement vente, ou commerce, ou développement. Donc, en fonction de ce que vous faites, il va falloir adapter le mot-clé. Mais allez voir dans votre réseau si vous avez des gens qui correspondent à cette cible. Alors, on a ici quelqu'un qui dit... pas tout à fait... Oula, j'ai fait une bêtise. Attendez, hop. Voilà. Cela pourrait être aussi démarcher les RH pour traduire leur formation. Alors ça, c'est intéressant. Oui et non. Alors, c'est un peu... Oui, les entreprises ont besoin de traduire leurs formations pour que toutes leurs équipes multilingues aient accès aux formations. C'est exact. Les petites entreprises qui ont l'habitude de faire appel à des freelances, en général, externalisent la partie formation. Donc, elles font appel à des cabinets, à des formateurs, à des gens extérieurs à l'entreprise, qui soit se déplacent dans l'entreprise pour mettre à disposition, pour dispenser les cours qu'ils ont construits, soit mettent à disposition une plateforme en ligne. Et dans ces cas-là, ce sont ces partenaires-là qui devront faire traduire leur formation. Ce n'est pas l'entreprise elle-même.
Les grosses entreprises qui ont un département RH vraiment en propre, développé, qui ont des solutions de formation en interne, souvent ce sont des grands groupes, des ETI et des multinationales, et très souvent, même pour les formations, elles vont chercher des agences. Parce que c'est dans leur processus. C'est comme ça, dans le catalogue d'achat, il y a des agences qui sont référencées. Il faut passer par là parce qu'il y a l'assurance RCP, parce que c'est les processus, on coche les cases. Tu peux, si tu as du bol, si tu connais les gens qui connaissent les gens, si tu as un bon réseau, et d'où l'importance du réseau qu'on est en train de voir ensemble, tu peux quand même rentrer dans ces secteurs-là. Mais c'est beaucoup plus difficile que d'aller cibler les entreprises qui sont de plus petite envergure et qui font habituellement appel à des freelances. Pour un peu tout d'ailleurs, pas que pour la traduction. L'importance d'avoir un réseau principalement constitué de clients potentiels, exactement, David avait tout à fait raison. Effectivement, Émilie, merci de le souligner. Un bon réseau, la bonne composition d'un réseau pour vendre. Attention, notez bien qu'on peut avoir un réseau LinkedIn pour autre chose. Mais si votre objectif avec LinkedIn, c'est de vendre, alors la composition idéale, c'est 60% de prospects et clients, 25% de collègues, de gens vraiment de traducteurs ou de collègues linguistes, environ 10% de profils inspirants, soit des gens qui sont très loin au-dessus de vous et vous avez envie d'en arriver là un jour aussi, soit des gens qui postent des contenus qui vous inspirent sur le marketing, sur la vente, sur votre secteur de spécialité, ce genre de choses. Et le reste, les 5 petits pourcents qui restent, c'est un peu le tout venant. Et dedans, vous avez le cousin machin, vous avez le prestataire potentiel à qui un jour peut-être vous allez externaliser tel truc. Donc des gens qui ne sont pas des clients, pas des collègues, pas des profils inspirants, vous avez le tout venant. D'où la très grande importance de bien choisir, quand vous recevez une invitation, de bien choisir si vous allez l'accepter ou pas. Regardez dans quelle catégorie rentre le profil qui vous invite, à quoi ça pourrait servir d'accepter cette personne dans votre réseau, concrètement, et ensuite vous allez décider, est-ce qu'il me reste de la place dans cette catégorie pour cette personne? Et si oui, vous l'acceptez, sinon vous ne l'acceptez pas. Et vous pouvez très bien lui écrire très gentiment, bah non, désolé, écoute, viens, on se connecte sur WhatsApp, viens, on se connecte sur Facebook, mais pas sur LinkedIn. Et c'est important pour vous parce que si par exemple vous publiez, eh bien vos publications seront beaucoup moins efficaces si votre réseau n'est pas super précis. Alors, Mariam dit aïe. Pourquoi aïe, Mariam? Je suis pas sûre d'avoir compris. Émilie dit ah, c'est très bien. Tu as raison, Émilie, refaire son réseau, ça change tout. Ça change la façon dont tu vois ton réseau, dont tu vois ton client, ça change la façon dont tu échanges avec les gens qui sont dans ton réseau. Et ça change aussi la perception que les autres ont de toi. Donc, c'est très important. Peux-tu répéter les pourcentages? 60% de prospects clients, 25% de collègues, à peu près 10% de profils inspirants et le reste, le tout venant. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Émilie. Réponds à ma place, c'est génial. J'adore cette dynamique. C'est super, continuez comme ça. Donc, dites-moi dans le chat, si vous voulez bien, est-ce que dans votre réseau, vous avez, oui ou non, des gens qui correspondent en gros à votre cible? Je suis très curieuse de savoir ça et j'en profite pour boire un coup. Vous avez vu l'excuse? Alors, j'ai pas encore de réponse dans le chat parce que ça lag et ça me frustre, mais je regarderai plus tard. Et on va passer à l'exercice suivant. Parce qu'une fois que vous avez des gens dans votre réseau qui correspondent à votre cible, la grande question c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Si je dois construire une offre de service qui leur ressemble, qui répond à leurs problématiques, je dois savoir quelle est leur problématique. Et pour ça, je te réponds tout de suite, Christine. Et pour ça, comment fait-on pour définir les 3 problèmes clés de vos clients? Alors, non, ah bah Christelle, on va bosser dessus. Oui, Karine, super. Collègue, ça c'est typique. Tu vois, Sabine, ça c'est vraiment typique. La plupart des traducteurs vivent la même chose que toi. C'est-à-dire que la plupart des traducteurs ont dans le réseau des traducteurs. Ça vient du fait que ce sont ces gens-là qui s'acceptent mutuellement le plus, qui s'invitent aussi le plus. Et aussi, ça vient très souvent du fait que quand vous publiez pas toujours, mais quand vous publiez, c'est souvent des publications à caractère traductologie. C'est vraiment sur des contenus qui sont intéressants
dans votre famille de métier et pas forcément pour votre client. Un tiers de gens qui constituent ta cible, bravo Joanne, c'est très bien. C'est déjà très très bien. Oui, ça prend du temps évidemment, mais c'est sur la bonne voie, c'est super. Agnès, pareil. Sylvie, pareil. Oui, voilà, c'est ça. Donc, des collègues et des rigolos, nous dit Agnès. Bon, et vous avez tous à peu près le même problème. Donc, vous savez maintenant qu'il va falloir rééquilibrer tout ça. Aller chercher vos clients, vos réels prospects, beaucoup plus. Donc, il ne s'agit pas de virer vos collègues, pas du tout. Il s'agit d'enrichir la partie qui doit atteindre 60%, c'est-à-dire vos prospects et vos clients. Alors, pour continuer, comment faire pour savoir quelle est la problématique de vos clients? Alors d'abord, la première des choses, bien sûr, c'est de les écouter. Donc le plus simple, c'est d'aller dans les groupes LinkedIn, les groupes Facebook, les sujets Reddit, où se trouvent vos clients, là où ils discutent de ce qu'ils vivent. Allez écouter les sujets qui sont en vogue dans la communauté à cet instant précis, les questions qu'ils posent, ça vous donne une idée des problèmes qu'ils pourraient avoir. Parce que bien sûr, ils ne vont pas dire « je galère avec tel sujet ». C'est quand même vachement rare. Ils vont plutôt simplement échanger sur des sujets d'actualité et poser des questions orientées. Profitez de ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser ces 3 sources-là. Les 2 premières, ce sont des solutions en ligne, des SaaS, je crois qu'on dit, des Software as a Service, qui permettent d'aller scanner automatiquement les recherches Google dans la zone géographique qui vous intéresse autour d'un sujet. Donc vous allez dire par exemple, je sais pas, vous visez, là j'ai vu passer Florence qui dit qu'elle vise les médecins, donc dans le secteur médical, on va aller chercher médecin, la douleur du médecin, quel est son problème. Donc, on va aller rentrer le mot-clé médecin, non, il faudrait rentrer un problème potentiel du médecin, ce que tu apportes Florence comme solution potentielle. Pam Pam, qui t'aide à acquérir des connaissances dans ton domaine de compétences. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas eux, tes clients. Donc, si tu es dans le médical, on va dire, j'extrapole, Florence ne m'en veut pas. On va dire que tu travailles de l'espagnol vers le français. Et on va dire que tu vas aider des entreprises, des PME, qui fabriquent du matériel médical cardiaque et qui exportent des pièces détachées ou des systèmes complets de gestion du rythme cardiaque vers la France, par exemple. Donc la problématique, ça pourrait être réglementation d'export, santé, par exemple. Domaine de la santé, réglementation à l'export. Vous allez rentrer ce mot-clé dans le premier site, puis dans le deuxième, et ça va vous donner tout un panel de questions posées autour de ces mots-clés. Vous allez pouvoir vous servir de ça pour approfondir les problèmes de vos clients. Cette solution-là, celle-ci, là, le Google, Reddit, machin, c'est une solution très simple que vous allez copier-coller telle qu'elle dans Google. Et au lieu de cible plus douleur, vous allez écrire par exemple PME médicale ou medtech plus export matériel, par exemple. Et ça va vous sortir automatiquement toutes les pages qui sont sur Reddit et qui parlent de ce sujet. Vous pouvez changer reddit.com en, je ne sais pas, doctissimo.com, par exemple. Peu importe. L'idée, c'est ici d'écrire le nom d'un site pour aller scanner automatiquement toutes les pages et puis ensuite de dire ce que vous cherchez exactement. Donc c'est vraiment super efficace cette solution. N'hésitez pas à en user et abuser. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, je vous rassure. Vous pouvez y aller tranquillement et ça vous permettra de creuser vraiment le problème de votre client. Alors, ça c'est une question très importante, Mariam. Est-ce qu'il faut être formé dans le secteur qui t'intéresse pour en faire ta niche? Je dirais à l'allemande, jein. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Si c'est une expertise ultra pointue en cristallographie du quartz, ben, il vaut mieux être formé quand même parce que c'est vraiment précis. Si c'est soutenir l'importation de mozzarella de l'Italie du Nord vers la France du Sud, je pense que tu peux te passer d'être formé dans la production fromagère parce qu'il va surtout falloir que tu fasses preuve de qualité rédactionnelle plus que de compétences techniques. Donc, en fonction du sujet que tu dois aborder, la réponse est oui ou non. Et globalement, quand vous choisissez un secteur et que vous dites
à vos clients que vous êtes spécialisé dans ce secteur. N'oubliez pas ce que veut dire une spécialité du point de vue de votre client. Ça veut dire que vous avez traduit une grande quantité d'informations, de documents de différents types au sein de ce secteur et que vous en maîtrisez complètement les codes. Vous savez exactement comment en parler, à qui parler de quoi et comment et pourquoi, quels sont les grands acteurs et comment les convaincre. Ça, c'est une spécialité. Si vous ne savez pas ça, ce n'est pas une spécialité, c'est un domaine de prédilection, ce n'est pas une spécialité. Donc méfiez-vous. Oui, une compréhension globale de la technique peut aider absolument. Le fait de connaître le secteur de votre client, c'est quand même important parce que vous allez utiliser les mêmes mots que lui, vous allez rentrer dans sa tête et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'ai pas le nom qui affiche, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi. Ex-ingé en électronique, ça, c'est génial. Client blindé de du coup, tu as forcément une compétence très pointue, c'est vraiment très bien. Bravo. Donc, oui, il faut avoir une connaissance minimale du secteur de votre client, une connaissance métier du secteur de votre client pour le comprendre, mais vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur dans son secteur, ce n'est pas le sujet, vous avez besoin de le comprendre. Parce qu'une fois que vous avez compris le problème, eh bien, vous allez pouvoir passer à la suite. Vous avez le problème et donc vous allez pouvoir mettre en face une solution. Et là, c'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Choisissez une cible et ensuite, vous allez pouvoir choisir une toute petite solution, une petite action. Ne cherchez pas à faire un énorme forfait ultra compliqué, ultra galère, parce que vous ne pourrez pas le vendre tout de suite. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette mini-formation, vous soyez capable de vendre un mini-produit comme ça. Donc, choisissez-vous une cible selon les critères que je vous ai donnés à l'étape 1. Vous pourrez revoir la visio plus tard pour bien affiner votre cible. Allez chercher son problème et ensuite vous choisissez une de ces offres et vous la construisez et vous la vendez. Alors, j'ai Claire qui me dit, je vous laisse lire les options et les récupérer. Claire qui dit, si l'on veut cibler à la fois les agences avec plusieurs spécialités et les clients directs, comment faire pour avoir un profil qui reste crédible pour les deux? Très bonne question, Claire. La première chose importante, c'est que les agences ne recrutent pas sur LinkedIn. Elles ne recrutent pas sur LinkedIn. Si toi, tu y vas et que tu fais une candidature spontanée, 9 fois sur 10, si elles te répondent, elles vont te dire « Oui, aucun problème, inscrivez-vous sur la plateforme machin ». Elles n'ont pas besoin de ton profil LinkedIn. Ton profil LinkedIn doit être ultra ciblé pour tes clients directs et uniquement pour tes clients directs. Et donc, si tu as 5 secteurs de spécialité, bah, tu n'es plus crédible. Parce que la spécialité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pendant plusieurs années avoir traduit intensivement des contenus dans un domaine précis et donc avoir une connaissance vraiment globale du secteur. Si tu n'as pas ça, il ne faut pas dire que c'est une spécialité. Mais par contre, tu peux parler de secteur de prédilection. Et dans ces cas-là, le top, c'est d'avoir un lien, un fil rouge entre les différents éléments en question. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que si tu as d'un côté, je sais pas, informatique, et puis astronaval, et puis biologie, et puis, je sais pas, l'agriculture bio, par exemple, bon, tu vois, le lien logique, il n'est pas flagrant. Par contre, si tu as... oui, le webinaire sera disponible en replay pendant 1 an sur LinkedIn et sur YouTube pour tous les inscrits, rassurez-vous. Donc, si tu veux des secteurs de spécialité, tu vas en avoir plusieurs et que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait un fil rouge évident entre eux. Par exemple, ça peut être agroalimentaire, bio, protection de l'environnement. Ça marche. Ce qui marche aussi, c'est tourisme, marketing, vente. Ça marche. Vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'avoir vraiment un fil rouge cohérent. Bon, j'en reviens rapidement à ces histoires de mini-offres. L'objectif là, c'est de repérer le besoin business prioritaire de votre client et de mettre en face une solution qui n'est pas énormissime. Vous n'avez pas besoin de réinventer la planète pour votre client, vous avez besoin de répondre à un micro-problème. Eh bien, on va répondre à un micro-problème. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'entreprise de l'Espagne qui exporte vers la France des pièces détachées pour du matériel cardiaque. Il pourrait très bien avoir besoin, par exemple ici, de l'assistance formulaire douanier.
Non, pas de l'Espagne. J'ai rien dit, pardon, pas de l'Espagne. Par contre, il pourrait avoir besoin de savoir vers qui se tourner. Par exemple, comment ça marche, le marché français. Vers qui faut-il se tourner pour écouler ce type de matériel? Ça, vous pouvez le faire. Et qu'est-ce qu'on dit pour écouler ce type de matériel? Qu'est-ce qu'on dit? Quel est l'argumentaire de vente? Quelle est la plaquette commerciale dont j'ai besoin pour faire ça? Et du coup, la plaquette commerciale, c'est là. Vous faites une plaquette commerciale, une page, 140 €. Il n'y a pas besoin de chercher midi et 14 h. Cherchez un besoin, une solution, toute simple, toute petite. Alors, Mariam, elle nous dit... Ben oui, c'est souvent le cas, Mariam. Ce problème-là, malheureusement, on l'a souvent. Alors, est-ce qu'il y a une offre dans le lot qui vous parle et que vous vous sentez capable de mettre en place pour vos clients? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Et là, vous voyez que je suis partie de 15 centimes du mot. On n'est pas sur de la post-édition à 4 centimes d'euros et pourtant les prix ne sont pas fous. Pourquoi? Parce que je cadre le périmètre. On est sur un nombre de mots bien clairement défini pour nous-mêmes sur ce périmètre. Et donc, on fait ce nombre de mots fois 0,15 et voilà, ça ne cherche pas midi à 14 h. Votre client n'a pas besoin de savoir que vous allez limiter à un certain nombre de mots. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est le résultat. Bon, j'ai encore une fois pas de feedback dans le chat en temps réel, c'est tellement dommage. Le défi suivant que je vais vous lancer, maintenant c'est des petits défis, je vous rassure, ça va être de préparer votre prospection. Il va falloir aller dans votre agenda, et je vous mets au défi de vous réserver avec vous-même des créneaux 4 fois par semaine, 15 minutes, pour prospecter et vendre la mini-offre que je vous propose. Ah, ça c'est très intéressant ce que tu dis, Rémi. Quand on n'est pas cher, c'est généralement mal vu par les clients parce que si c'est pas cher, c'est que ça vaut rien. Tu vois, dans l'image populaire, c'est souvent ça. Tu vois, on parle d'action et foire fouille, c'est pas cher, mais ça casse rapidement. C'est un peu l'idée. Alors, sans aller sur du 1500 € à chaque fois, tu vends une petite offre, t'as pas besoin de faire plus. Aujourd'hui, mon offre phare, elle est à 1750 €. Je crée une page d'atterrissage en 9 jours pour aider les PME allemandes qui vendent du savoir-faire de la chimie environnementale vers la France. C'est très précis, c'est très clair. J'ai cette offre-là. C'est mon offre phare, je ne vends que ça. En facial, en tout cas, je ne vends que ça. Tout le reste, ça vient après. Je fais de l'upsell, on va dire. Mais je ne sais plus comment on dit en français. En tout cas, je vends après mon offre principale. Quand tu auras appris à vendre une petite offre à 350 ou 600 €, tu verras que ça deviendra de façon très naturelle de vendre une offre qui a un périmètre plus important. Parce que tu comprendras exactement le besoin de ton client et tu sauras exactement comment y répondre. Et donc, ça viendra naturellement. Ah, Camille, elle est inspirée par 2 offres, c'est super. Abonnement newsletter, génial. Et ça, vous voyez, l'abonnement au newsletter, j'y reviens rapidement. Vous faites ça tous les mois pour 3 clients, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ça fait une petite base qui vous fait un fond de roulement régulier. En plus, une newsletter, entre 3 et 500 mots grand max, c'est pas fou. Vous allez gérer, c'est possible de le faire assez rapidement. En 1 heure et demie, vous avez gagné 75 €. Donc, vous êtes sur un prix horaire vers 60 €. Ça va, c'est jouable. Donc, si vous faites ça régulièrement et que vous instaurez ces abonnements de façon native dans votre modèle d'affaires, vous allez rapidement avoir une base de revenus mensuels que vous allez pouvoir ensuite enrichir avec d'autres offres complémentaires. Ouais. Non, j'ai l'impression que l'abo à la newsletter, ça plaît. Ah mince, ma vidéo se coupe souvent, zut. Merci Ursula de me signaler. Écoute, je ne vois rien de spécial ici. J'espère que c'est pas la même chose pour les autres. Ça m'intrigue si vous voulez bien me dire ce qu'il en est. Je serais curieuse. Alors, est-ce que vous avez tous et toutes enregistré ces 4 créneaux? Vous voyez que la prospection que je vais vous proposer de mettre en place, elle n'est pas dingue. Hein. C'est 4 fois par semaine, 15 minutes. Ce sont des habitudes faciles à tenir. Vous allez tenir sur la durée 15 minutes 4 fois par semaine. Des traducteurs dans l'édition. Les codes sont les mêmes pour la traduction pour l'édition. Ah, j'avais pas compris ta question, Mariam.
le domaine de l'édition est très particulier. C'est pas vraiment du secteur privé, c'est pas vraiment du secteur public. Il fonctionne un peu en termes de biais cognitifs comme le public, mais en réalité, ils sont privés. Donc c'est très particulier, c'est vraiment un monde à part. Les codes sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a beaucoup de choses que tu peux appliquer du secteur privé qui fonctionnent avec l'édition. Donc n'hésite pas à tester les méthodes que je donne, et puis peut-être qu'il y en a qui vont matcher. Et si tu as besoin, tu passes dans la tribu des tonic-preneurs et on affine tout ça. Alors j'ai l'impression que c'est très aléatoire, il y en a pour qui ça coupe, d'autres non. Alors peut-être que ça vient de mon réseau, peut-être que ça vient du vôtre, je ne saurais pas dire. Sauf si tu cliques sur un lien LinkedIn. Ah, c'est peut-être quand vous faites autre chose en même temps, ça c'est possible. Alors je vais parler un petit peu moins, c'est peut-être ça aussi qui incite à faire autre chose en même temps. Pendant les 4 créneaux que vous venez de valider dans votre agenda, s'il vous plaît, vous allez me mettre dans le créneau ce que vous allez devoir faire. J'attends de vous que chacun de ces 4 jours, pendant 15 minutes, vous fassiez 2 commentaires, 5 likes, une invitation. C'est pas fou, c'est vraiment pas énorme, mais imaginez-vous que vous fassiez ça, 2 commentaires, 5 likes, une invitation, 4 fois par semaine, toutes les semaines. Imaginez-vous ce que ça donne à la fin de l'année sur votre réseau. Ça va vraiment changer votre vie. Oui, on n'a pas les mêmes codes dans l'édition, tu as raison Christine, hein, c'est vraiment un monde très particulier. On a un LinkedIn user, je ne sais pas qui c'est. Les clients peuvent avoir la tête ailleurs. Alors quand je dis démarcher, comme tu peux le constater ici dans les actions que je te demande de faire, ce n'est pas du démarchage commercial parce qu'on n'est pas des bourrins. On ne va pas simplement aller chercher notre réseau et leur dire « Hey, tu veux pas acheter? Regarde, j'ai un produit, tu vas l'acheter ?» C'est pas cool du tout ça. Non, ce que vous allez faire dans ces 4 créneaux, c'est que vous allez construire du lien humain. C'est le fameux lien humain très important de la méthode brioche avec vos clients. Vous allez lui montrer à la personne qui est en face de vous, vous allez lui montrer que vous êtes sincèrement intéressé par ce qu'elle fait. Et sinon, vous ne seriez pas là. C'est vous qui les avez choisis, ces prospects. Donc oui, vous êtes intéressé, évidemment. Mais il faut le leur montrer. Et pour ça, vous allez aller regarder ce qu'ils postent, vous allez commenter leurs posts, vous allez liker leurs posts. Vous n'avez pas besoin de publier, mais allez chercher ce que font vos prospects et réagissez à ce qu'ils font. Rentrez dans leur tête, rentrez dans leur quotidien. Répondez à ce qu'ils publient. Et de temps en temps, invitez une de ces personnes dans votre réseau. C'est-à-dire une fois par jour. Quand je dis de temps en temps, c'est une fois par jour, 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, chaque fois une personne. Donc ce n'est pas du démarchage, c'est réagir à ce que font, à ce que vivent vos prospects. Ça, c'est ce que je vous demande de faire dans les 4 créneaux par semaine. Et c'est ce qui va vous permettre rapidement, d'ici quelques semaines, de commencer à proposer un premier aperçu de ce que vous avez à offrir. C'est ce qu'on appelle le fameux lead magnet, que tout le monde connaît. Sauf que le lead magnet en mode « je t'ai pondu en PDF avec ChatGPT, ça fait 15 pages, qui va te dire dans des termes empoulés pourquoi c'est merveilleux de venir en France », ça ne marche pas, c'est mort. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est leur apporter de la valeur, de la vraie valeur, en fonction de leurs besoins, une fois de plus, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc celui dont on a parlé tout à l'heure, là, qui exporte du matos médical, cardiaque vers la France, lui, ce qui sera peut-être intéressant, ça va être peut-être la checklist des 5 normes qu'il faut absolument respecter pour vendre en France. Bon, s'il est en Espagne, il y a quand même de fortes chances que les normes soient les mêmes, c'est des normes européennes. Il faudrait vérifier dans le secteur médical, mais bon. Sinon, ce qui pourrait être intéressant, c'est la liste des 15 revendeurs de pièces grossistes. S'ils vendent par exemple des pièces détachées pour des systèmes complets, quelles sont les entreprises en France qui produisent les fameux systèmes complets qui utiliseront ces pièces? De leur donner des noms concrets. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie valeur pour vos clients. Le mémo des 10 arguments commerciaux massus, c'est important pour des gens qui ne sont pas dans l'Union européenne. Si vous choisissez de travailler par exemple avec les USA, l'Inde ou le Japon, la manière d'argumenter n'a rien à voir du tout avec l'argumentaire européen et en particulier l'argumentaire français. Donc les aider à dire voilà ce que vous faites vous sur votre marché local, voilà ce qui marche chez vous, voilà pourquoi ça ne marche pas chez nous et voilà ce qu'il faut faire à la place. Ça, c'est une valeur ajoutée de vous, mais vraiment très concrète. Et c'est pour ça que la micro-niche est importante. Vous ne pouvez pas construire ce genre de
de lead magnet si vous ne savez pas précisément qui a besoin de quoi. Donc c'est important d'avoir cette micro-niche. L'étude de cas des 5 entreprises qui ont réussi, ça ne marchera pas avec les PME, mais par contre, ça va beaucoup attirer les startups. Donc en fonction de votre client cible, vous n'allez pas choisir la même valeur, le même preview, ça me reviendra, le même aperçu de votre service, ça c'est certain. N'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y en a s'il y a ici des choses qui vous parlent en particulier, que vous aimeriez bien mettre en place. Et vous voyez qu'on a déjà fini. La méthode brioche, elle est simple, elle est vraiment très simple. L'objectif de la méthode brioche, c'est seulement de construire du lien avec vos clients et de leur montrer que vous êtes intéressé par ce qu'ils font. C'est tout simple. Et comme vous allez faire ça, vous allez vouloir leur donner de la valeur, et comme vous leur donnerez de la valeur, vous allez construire la confiance, tout simplement. Et petit à petit, l'oiseau faisant son nid, arrive un moment où la personne en face va vous dire « Écoute, je suis prête à passer à l'action. Viens, il faut qu'on parle. » Et là, vous allez vendre. Et j'en ai terminé pour cette mini-formation. C'était très intensif, je reconnais. J'ai été très rapide sur certains sujets qui sont très intenses. N'hésitez pas à scanner le QR code qui est ici pour voir si votre modèle d'affaires est prêt ou s'il faut vraiment tout réajuster. Mais si votre modèle d'affaires est prêt, passez à la prospection. Et la prospection avec la méthode brioche, c'est-à-dire 2 commentaires, 5 likes, une invitation, 4 fois par semaine. Caroline, la newsletter te plaît? Ok, super. Alors, je vais remonter maintenant pour voir s'il y a peut-être des questions que j'ai ratées. Recette qualité. Ah, pardon, Maria, j'avais raté l'info. Qu'est-ce que c'est qu'une recette qualité? Ça veut dire que tu regardes le résultat final. Par exemple, tu as traduit des contenus pour un site internet, tu as livré le texte, éventuellement tu as fait des propositions de visuels pour aller avec ton texte, et tu l'as livré au client. Mais ce qu'il en fait, tu sais pas, si ça se trouve, comme le gars il parle pas la langue, quand il a saisi tout ça sur le site internet, il a fait une mauvaise césure à un endroit où il a mis le visuel à un endroit mais absurde dans le contexte. Tu vois, il faut vérifier, il faut aller sur le site internet final et regarder le résultat final. La recette qualité, c'est ça, c'est regarder, quel que soit le travail que tu as livré, ce que ça donne à la fin. Alors, Dorothée qui dit, bah oui, et surtout en travaillant uniquement avec des agences, forcément les prix sont tirés vers le bas, mais vraiment de façon, je dirais même honteuse, parce qu'on a tous et toutes ici des compétences et une expertise vraiment affirmées et qui ne sont pas du tout mises en valeur par les agences, malheureusement. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Alors, est-ce que créer un fil de discussion Reddit pour interroger la cible serait judicieux? C'est une excellente question. Globalement, pas tout de suite. Alors, peut-être, mais pas tout de suite. La première question, c'est, avant même de publier quoi que ce soit, as-tu toi-même l'impression d'avoir sincèrement compris les problématiques de ton client? Si tu es relativement sûr de toi, là, ça vaut la peine de publier en disant, bah voilà, je pense que, êtes-vous d'accord? Oui, non, peut-être, autre. Tu vois, tu fais un petit sondage et tu poses la question carrément à ton client. Ça va l'intéresser parce que, bon, d'abord, on lui demande son avis, donc forcément, ça va l'intéresser. Mais surtout, ça va montrer ton expertise parce que si tu as réussi à bien comprendre ton client, bah, ils vont se dire, ok, elle est dans ma tête, elle m'a comprise. Voilà, c'est avec Christelle que je veux bosser, elle sait exactement ce que je veux. Mais si tu n'as pas compris, au moins, tu as certainement compris au moins une partie. Et donc, ils vont ajuster là où c'est nécessaire, ton modèle d'affaires va gagner. Donc, tu ne peux pas y aller brut de fonderie en disant, écoutez, je ne connais rien, dites-moi quelles sont vos problématiques, parce que personne ne va écrire « je galère avec ça ». T'imagines un chef d'entreprise qui écrit « je galère avec la sécurisation de mon activité ». C'est pas possible, il ne l'écrira jamais. Du coup, il faut arriver avec des propositions raisonnables, mais ces propositions raisonnables doivent pouvoir être ajustées. Recette qualité que tu fais comme un service après-vente, donc tu ne le factures pas. C'est intéressant. Je voudrais bien savoir comment ça marche financièrement parlant dans ton système.
La recette qualité, effectivement, ne peut pas donner lieu à une surfacturation, mais tu dois, toi, l'anticiper et l'inclure dans ton prix. Si tu livres une traduction 15 centimes du mot et que le prix de ta traduction est pile poil le nombre de mots que tu as traduits, tu n'as plus de marge de manœuvre pour ta recette qualité. Ça veut dire concrètement que cette recette, tu l'as fait gratuitement, mais vraiment, c'est presque toi qui payes ton client pour avoir le droit de faire cette recette qualité. Il ne faut pas faire ça. Ce que je te conseille, c'est tu vas leur dire je traduis votre plaquette commerciale de 3 pages pour tant et je fais la recette qualité. Toi, tu sais que 3 pages, ça fait 3 fois 500 mots à peu près, on va dire 3 fois 500. Tu fais x 0,15, tu as le prix pour cette partie-là, pour la partie de traduction. Tu sais que la recette qualité va te prendre peut-être une demi-heure. Et ben, tu vas dire, OK, mon taux horaire, c'est 60 €, je rajoute donc 30 € sur le prix final. Et tu vas vendre le forfait complet avec la recette qualité. Tu ne vas pas la facturer à part. Mais toi, tu l'auras pensé et inclus dans ton modèle d'affaires. C'est important. Tu ne peux pas simplement, dans ton prix, pardon, pas le modèle d'affaires. Ton modèle d'affaires doit te permettre de ne pas travailler à perte. C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonne question. Ah, ici. Comment déterminer qu'un site web allemand bien traduit va rapporter X% de visiteurs supplémentaires? C'est une excellente question. Effectivement, Ursula, tu as 2 moyens de faire ça. Premièrement, tant que tu n'as pas, toi, d'indicateur de performance, tu peux regarder les études déjà publiées sur le sujet. Il y en a plein. Des études UX, standard du web, traduction. Tu en as plein. Utilise Perplexity, l'intelligence artificielle Perplexity, pour te ressortir tout un tas de sources et d'études. Les critères de choix, ça va être premièrement la récence, ça se dit, la date de publication. Plus c'est récent, mieux c'est. La pertinence, si c'est une source officielle, institutionnelle ou reconnue, genre l'INSEE, c'est mieux que si c'est une agence de traduction, par exemple. Tu vois, donc la source est importante. Et ensuite, le chiffre précis est important, c'est-à-dire quel est l'indicateur qui est suivi. Est-ce que c'est la réduction du taux de rebond, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrivent sur le site et qui en repartent tout de suite? Est-ce que c'est le nombre de click-through? Donc, tu envoies une newsletter, on clique sur un lien, ça nous fait arriver quelque part, sur le site, par exemple. Est-ce que c'est le nombre de hits, de mots-clés Google qui sont saisis pour arriver à ce site et qui ramènent vers le site? Donc, tu vois, en fonction de ce que tu veux dire, tu vas pouvoir choisir l'indicateur de performance en question et l'utiliser dans ta communication. Donc ça, tu prends des études déjà publiées existantes. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue, ça a déjà été fait. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est suivre sur un certain temps, au minimum 6 mois, tes propres résultats, tes propres indicateurs de performance. Et après, l'année d'après, tu vas pouvoir mettre en face, voilà ce que vous avez en moyenne, voilà ce que vous avez avec moi. Et tu vas faire surtout si ton chiffre à toi, il est plus élevé que la moyenne, évidemment. Évidemment. Oh, merci beaucoup, Mareike, ça fait très plaisir. Je suis ravie que ça t'ait aidé. Maria, mais avec grand plaisir, vraiment. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poster dans le chat parce que je vais venir à la fin de ce live répondre à tout le monde. Je ne laisserai personne sur le carreau. Merci à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir été aussi actifs. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère sincèrement que les astuces que je vous ai données là vont vous servir. Je vous enverrai le replay. Surtout, revenez sur les étapes les plus importantes. La toute première, la base, elle est vitale parce que si le marché évolue, votre modèle d'affaires doit pouvoir s'adapter. Et si vous avez répondu à tous ces critères, je reviens dessus tellement c'est important, si vous savez exactement tous ces critères, eh bien vous savez vous adapter parce que vous savez à quel niveau de votre modèle d'affaires il va falloir que vous veniez ajuster des choses. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est super important. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans la tribu des talkpreneurs. Et avec ces belles paroles, je vais donc vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans les Tonic-preneurs. Au revoir tout le monde. Au revoir.